Bonjour, je suis Kees. Le jour où mon père est mort, je n'ai même pas eu un instant pour faire mon deuil. Ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, tu n'es pas sur le testament. Ta sœur hérite de la maison. Va-t'en. Puis elle a jeté ma valise sur le porche et a fermé la porte derrière moi comme si je n'avais jamais eu ma place ici. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon père m'avait laissé un secret, caché dans le silence. Et le lendemain matin, c'est elle qui hurlait. Avant de commencer, à quelle heure m'écoutez-vous et depuis quel endroit? Indiquez-le dans les commentaires. Je lis tout le monde. Le message vocal est arrivé à 7h13 du matin. Viens chercher tes affaires. Papa est mort. Pas de bonjour. Pas de je suis désolé. Juste ces 7 mots, plats et définitifs. L'écran brillait encore dans ma main alors que je restais figé dans la salle de repos du personnel de la maison de retraite. Un plateau de flocons d'avoine gisait, intact, à côté d'une paire de chaussettes de compression pliées que je n'avais pas eu le temps de ranger. Mes jambes ont bougé avant mon esprit. Je n'ai rien dit à ma superviseure. J'ai juste attrapé mon manteau, signé ma décharge, et je suis monté dans la voiture. Le trajet de Worcester à la South Shore défilait dans un flou de teintes froides de gris et de rouille. Les arbres commençaient à peine à changer de couleur, des pointes rouges se recourbant sur des branches autrement vertes, mais rien ne semblait vivant. La maison paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Ou peut-être que je la voyais pour ce qu'elle avait toujours été, une vieille boîte fatiguée, enveloppée d'une peinture bleue qui s'écaillait. Je me suis garé le long du trottoir comme je le faisais au lycée, quand je me souciais encore des règles tacites de Joyce. La porte d'entrée a grincé alors que j'atteignais le porche. Joyce n'est pas sortie. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a simplement jeté une petite valise cabossée sur le paillasson et a marmonné, tu n'es pas sur le testament. Ta sœur hérite de tout. Puis la porte a claqué. Aucun contact visuel, aucun câlin, aucune mention de papa. Je suis resté là pendant plusieurs secondes, le bruit sourd de la porte résonnant dans mes oreilles. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, je me suis assise sur la marche supérieure, à côté de la valise qui semblait étrangement trop légère pour contenir tout ce qui était censé être moi. J'ai passé la main sur la poignée, effilochée, décolorée par le soleil, bon marché. À l'intérieur, je savais déjà qu'il n'y aurait rien d'important. Mon téléphone a vibré. Un message de Lisa. En fait, même pas ça. Juste 3 points gris, en train d'écrire. Puis rien. Elle n'a jamais appuyé sur envoyer. Je n'avais plus la force de m'en soucier. L'air sentait les feuilles mouillées et la vieille pluie. Je suis resté assise là, laissant le froid des planches du porche s'infiltrer dans mon jean. J'ai fouillé dans la poche avant de mon manteau, mes doigts effleurant une flanelle familière. La chemise de papa. Je ne me souvenais pas de l'avoir mise dans mes affaires, mais elle était là, douce après des années d'usure. Le motif s'estompait dans ma mémoire, des carreaux bleus et verts. Je l'ai enroulé autour de mes épaules, plus par habitude que pour le confort. Ma main a glissé dans la poche de poitrine et a touché quelque chose de petit, de solide. Je l'ai sorti. Un bouton en bois, poli par le temps, enveloppé dans un mouchoir doux, noué une seule fois. Pas de mots, juste un bouton. Je l'ai fixé. Un rire, amer, a failli m'échapper. C'était tout ce qu'il me restait. Un bouton bon marché et une chemise qui sentait encore faiblement le cèdre et le café. Une rafale de vent a fait voltiger les feuilles à travers l'allée. Quelque part à l'intérieur de la maison, j'ai entendu des voix. Lisa, probablement. Peut-être son petit ami, Drew. Peut-être que Joyce était déjà en train de décider quel rideau remplacer, quelle pièce deviendrait le nouvel espace de yoga. Aucun d'eux n'était sorti. Pas un seul. J'ai serré la chemise plus fort. Il y a des années, j'avais levé les yeux au ciel alors que papa recousait ce même bouton. Tu es trop radin pour t'acheter une nouvelle chemise, l'avais-je taquiné. Il avait souri et dit, coule toi-même. Ça tient plus solidement. À l'époque, je n'avais pas compris. Je pensais qu'il parlait de la chemise. Maintenant, peut-être qu'il parlait de moi. J'ai resserré la flanelle contre moi et j'ai remarqué quelque chose d'étrange près de la couture de la manche gauche. Un petit accroc dans la doublure s'est accroché à mon ongle. J'ai frotté, et les fils ont cédé. Doucement, gentiment, comme s'ils voulaient que je regarde. À l'intérieur de la doublure se trouvait un bout de papier plié. Vieux, légèrement jauni. Mon nom était écrit sur le devant,
pour Case, quand je ne serai plus là. Je me suis figé. Mon souffle s'est coupé alors que je le dépliais, les mains tremblantes. La première ligne disait, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont déjà essayé de t'effacer. Bip. J'ai cligné des yeux fortement, essayant de calmer ma respiration. L'encre avait légèrement bavé sur les fibres du papier. L'écriture de papa, sans aucun doute la sienne, tremblante par endroits, mais chaque lettre portait encore le rythme prudent d'un homme qui réfléchissait trop avant de parler. Si tu lis ceci, c'est qu'ils ont déjà essayé de t'effacer. J'ai relu la ligne, plus lentement cette fois. Mes doigts tremblaient tandis que je dépliais le reste de la page. Case, je ne sais pas si tu as trouvé ceci par hasard ou parce que tu savais où chercher. Je l'ai caché parce que je ne faisais plus confiance à la maison. Pas après la dernière fois que Joyce m'a interrogé sur mon testament. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées entre nous. J'aurais dû me battre plus fort pour maintenir la paix, mais en essayant de garder les choses calmes, je pense que j'ai empiré la situation. Joyce en voulait à notre proximité, et Lisa, eh bien, elle a vite appris d'elle. J'ai fait une pause. Une petite rafale de vent a soulevé le bord de la lettre, et je l'ai agrippée plus fort. Si on ne t'a pas donné la maison, cela signifie qu'ils ont mené leur projet à bien. J'ai essayé de le changer. Vraiment. Mais je savais que ma santé déclinait, et je n'avais pas beaucoup de temps. J'espérais pouvoir te voir une fois de plus et tout expliquer en personne. Il y avait une tache près du bas. Peut-être qu'il s'était arrêté là, lui aussi, incertain de la manière de continuer. Il y a un homme nommé Robert Delaney. Il sait ce que je projetais. C'est lui que j'ai contacté pour corriger le testament. Il te racontera toute l'histoire. Il y a plus que ce que tu sais, Case. Ce que je t'ai laissé n'est pas dans la maison, mais c'est à toi. Je m'en suis assuré. J'aimerais pouvoir te dire tout cela en face. J'espère que tu te souviens encore du son de ma voix. Je t'aime, papa. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Je suis juste restée assise là, tenant la lettre contre ma poitrine comme si elle pouvait arrêter la douleur qui s'était installée sous mes côtes. J'ai regardé la rue. Des voitures passaient lentement, indifférentes. Le même trottoir où papa m'avait appris à faire du vélo, maintenant parsemé de feuilles mortes et de poussière. J'ai pensé à la dernière fois que je l'avais vu, il y a un mois. J'étais passé pour une visite le week-end, un peu après la bordée. Joyce avait ouvert la porte mais ne m'avait pas invité à entrer. Elle s'était juste retournée et s'était éloignée. Lisa n'était pas descendue de tout le temps. Je me souviens comment papa avait souri quand je suis entré dans le salon, pâle mais essayant toujours de se lever pour m'accueillir comme si de rien n'était. Mais quelque chose n'allait pas. Joyce n'arrêtait pas de rôder, de remplir son verre d'eau, de l'interrompre quand il essayait de parler. À un moment, elle a poussé l'assiette de soupe devant lui et a dit « Finis ça. Je ne vais pas gaspiller de l'argent en si c'est pour que tu le laisses là. » Il a attendu qu'elle aille dans la cuisine, puis s'est penché vers moi et a chuchoté « Ne te fie pas à ce qu'il te montre. » Je pensais qu'il parlait de l'habituel, comment les gens agissent différemment dans le deuil, comment la surface ne dit jamais toute l'histoire. Mais maintenant, je me demandais s'il voulait dire quelque chose de beaucoup plus littéral. J'ai rangé la lettre dans le mouchoir avec le bouton en bois, les pliés serrés, et les glissé dans la poche intérieure de ma veste. Mes doigts ont effleuré le tissu un instant de plus, pour me recentrer. Puis je me suis levé. La lumière changeait, des ombres s'étiraient à travers le jardin. Je ne voulais pas être là quand il sortirait. Je ne voulais pas voir le sourire suffisant de Lisa ou la fausse inquiétude de Joyce. Pas avant d'avoir des réponses. De retour dans ma voiture, j'ai cherché dans mes contacts téléphoniques, trouvant un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Mon pouce a hésité, puis a appuyé sur appeler. Delaney et Franck, comment puis-je vous aider? La voix était enjouée, celle d'une jeune femme. Je me suis éclairci la gorge. Bonjour, j'essaie de joindre Robert Delaney. C'est Case Whitmore. Mon père était Case. Sa voix a changé instantanément. Plus enjouée, mais prudente. Vous étiez censé être ici il y a 2 semaines. J'ai cligné des yeux. Pardon? Monsieur Whitmore avait pris un rendez-vous urgent pour vous. Il a dit que c'était urgent. Nous avons envoyé une lettre, et nous avons appelé, mais le numéro qu'il a donné ne fonctionnait pas. J'ai senti ma respiration se raccourcir. Quel rendez-vous? Il y eut une pause, un bruit de papier qu'on remue. Puis elle a repris la parole.
Il ne nous a pas dit grand-chose, juste que nous devions vous donner quelque chose directement. Il l'a laissée dans une enveloppe scellée avec des instructions strictes de ne la remettre à personne d'autre. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. Vous l'avez encore? L'assistante a hésité. Oui, c'est ici. Et il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Une autre pause. Puis sa voix a baissé pour n'être qu'un murmure. Il a laissé une deuxième lettre, scellée avec des instructions strictes. J'ai serré le téléphone plus fort alors que la voix de l'assistante vacillait. Et il a laissé une deuxième lettre scellée avec des instructions strictes. La ligne est restée silencieuse une seconde de trop. J'ai rompu le silence. Je serai là dans 1 heure. La pluie avait commencé à picoter le pare-brise alors que je prenais l'autoroute. Ce n'était pas encore une tempête, mais le ciel avait pris ce gris terne et sans couleur dont je me souvenais du jour où nous l'avions enterré. Chaque kilomètre s'étirait comme un fil se dénouant de quelque chose de trop serré depuis trop longtemps. Mes mains se crispaient plus fort sur le volant à chaque sortie. Le cabinet d'avocat se trouvait au 2e étage d'un étroit bâtiment en briques du centre-ville. Le temps que je monte les escaliers, j'étais trempé aux épaules. Une réceptionniste m'a accueilli avec un hochement de tête poli, puis m'a conduite dans une pièce qui sentait légèrement la vieille moquette et le papier. Elle ne m'a pas demandé si je voulais du café, a juste dit « Monsieur Delaney arrive tout de suite ». Il est entré un instant plus tard, plus âgé que dans mes souvenirs, les cheveux maintenant entièrement blancs, les lunettes glissant à mi-chemin sur son nez. Il ne s'est pas embarrassé de bavardage, m'a juste regardé comme s'il essayait de trouver dans mon visage quelque chose qu'il avait déjà vu. Votre père était profondément inquiet, a-t-il dit simplement, en s'asseyant. Et avec raison, semble-t-il. Il a ouvert le tiroir à côté de lui et a fait glisser une épaisse enveloppe sur la table. Mon nom était écrit sur le devant en majuscule. En dessous, ne pas ouvrir à moins qu'il ne vous force la main. Je l'ai fixé, le cœur battant. Qui a-t-il dedans? Il a croisé les mains. Je ne sais pas. Il m'a donné ça 6 semaines avant de mourir. Il a dit que ce n'était pour les yeux de personne d'autre, sauf si les choses tournaient mal. Les choses avaient très mal tourné. Mais avant que je puisse parler à nouveau, une autre image s'est imposée à mon esprit, importune et vive, la remise de diplôme de Lisa il y a 5 ans. J'avais conduit 7 heures pour lui faire la surprise. Je suis arrivé tôt, des fleurs à la main. Je pensais que ce serait un bon moment, un nouveau départ. Joyce m'a vu la première. Elle m'a prise à part juste derrière le rideau de l'auditorium et a dit, sans ciller, « Tu n'as pas ta place sur nos photos aujourd'hui. » J'ai ri, pensant que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Et puis Lisa est arrivée au coin, sa toque de travers, son rouge à lèvres trop vif, ses yeux plus froids que je ne l'aurais jamais cru possible. Elle m'a toisé de haut en bas et a dit, « Tu n'es pas vraiment de la famille de toute façon, juste une erreur de papa. » J'étais resté là, figé. Tout le monde souriait autour de nous, posant, applaudissant. Je suis sorti sans dire un mot de plus. De retour au bureau, Monsieur Delaney m'observait. Votre père a partagé quelques petites choses vers la fin. Il m'a dit un jour que Joyce avait essayé de convaincre les gens que vous étiez adoptés, l'avait dit à des amis, même à quelques parents éloignés. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Il n'y a pas de papier d'adoption parce que vous n'avez pas été adopté, a-t-il dit doucement. Mais les dégâts? Eh bien, vous le savez mieux que moi. J'ai hoché la tête lentement, me souvenant des conversations chuchotées, des regards étranges de tante Clara à ce Thanksgiving où elle avait demandé, elle n'est même pas sa vraie fille, n'est-ce pas? Cela avait toujours été là, flottant en arrière-plan comme de la fumée. Monsieur Delaney a pris un autre dossier et l'a fait glisser vers moi. Ceci, a-t-il dit, est ce qui vous a amené ici plus tôt que prévu. À l'intérieur se trouvait un courriel imprimé de case.whitmore.estate@gmail.com à Whitmore Legal Executive. Objet, renonciation à la succession. Il continuait en disant que je renonçais volontairement à toute prétention sur la succession, que je n'avais aucune intention d'assister aux procédures d'homologation, et que je souhaitais la paix à ma demi-sœur, Lisa, et à ma belle-mère, Joyce. En dessous, ma signature, ou une contrefaçon de celle-ci. Ceci a été soumis 3 jours après le décès de votre père, a dit Delaney. Et ça a marché, du moins au début. Ma voix est sortie sèchement. Ce n'est pas ma signature. Je n'ai jamais écrit ça. Je ne savais même pas encore qu'il était mort. Il a hoché la tête. Je vous crois, mais il comptait sur votre absence et votre silence.
Je me suis penché en arrière, un vide étrange s'installant dans ma poitrine. Ils m'ont effacé, ai-je chuchoté. Petit à petit. La pièce est restée silencieuse un long moment. Pouvons-nous contester cela? Nous le pouvons, a dit Delaney. Mais ils ont brouillé les pistes, nouveau compte, registre de propriété scellé. Ils ont agi rapidement. Un temps passa. Puis il se pencha en avant, baissant la voix. Mais il y a un endroit qu'ils ont oublié de vérifier, et il est toujours légalement à votre nom. J'ai cligné des yeux. Que voulez-vous dire? Robert a ouvert un dossier, celui-ci beaucoup plus mince que les autres. À l'intérieur se trouvait une seule page notariée. Il me l'a glissée doucement comme si elle portait quelque chose de fragile. Votre père vous a transféré en privé le titre de propriété de cette chambre, la chambre dans laquelle vous avez grandi, il y a des années. Je l'ai regardé fixement. Juste la chambre? Il a dit que c'était censé être un bouclier. Il savait comment étaient Joyce et Lisa. Il a dit que si jamais elle se retournait contre vous, cette chambre serait à vous quoi qu'il arrive. Mes doigts se sont recroquevillés sous le bord du document. Tout était là. Sa signature, le sceau, la date. Juste 6 semaines après ce jour de remise de diplôme, après que j'ai quitté leur vie en silence. Il avait observé et planifié. Je n'en avais aucune idée. Robert a fait un léger hochement de tête. Eux non plus, apparemment. Je n'ai pas attendu d'autres explications. J'ai conduit directement à la propriété. La pluie s'était calmée en une bruine, mais les nuages persistaient, lourds et bas, rendant la longue allée encore plus distante que d'habitude. Leur voiture n'était pas là. Je savais par la page mondaine que Joyce et Lisa assistaient à une soirée de gala pour une cause qu'elles ne pouvaient probablement pas prononcer. Bien. Je ne voulais pas de témoins. Je me suis garé dans l'allée latérale où le personnel se garait autrefois. Ma clé, oui, ma clé, glissait encore dans la serrure. La porte s'est ouverte avec un léger déclic, et je suis entré dans le couloir latéral. C'était étrangement silencieux. Pas de jazz doux venant du salon, pas de bourdonnement de la cuisine. La maison semblait plus grande que dans mes souvenirs, ou peut-être juste plus vide. Je me déplaçais lentement, chaque pas faisant écho à un souvenir. J'ai dépassé la salle à manger où Joyce m'avait une fois grondé pour avoir utilisé la mauvaise fourchette, dépassé le couloir où Lisa m'avait poussé après le départ de notre père pour un voyage, puis avait souri gentiment quand Joyce avait regardé. La moquette était neuve, mais l'odeur de bois poli et de porcelaine froide persistait. Ma main a hésité au bout du couloir. Ma vieille porte, toujours verrouillée. J'ai sorti la petite clé en laiton de mon collier, une habitude que je n'avais jamais perdue. Je l'ai insérée. La serrure a tourné. La porte a grincé en s'ouvrant. Et elle était là, intacte. La même peinture bleu doux, légèrement délavée. Mon vieux couvre-lit toujours plié au pied du lit. Le croquis de mon chien, Rufus, toujours épinglé au-dessus du bureau. Une petite bosse restait dans la porte du placard depuis la nuit où je l'avais claqué en découvrant que Joyce avait annulé mon voyage scolaire dans mon dos. Je suis resté au milieu de la pièce, l'absorbant, comme si j'entrais dans une capsule temporelle scellée, sûre, préservée. Puis, presque sans réfléchir, je me suis dirigé vers le bureau. Mes doigts ont effleuré le bois. Un léger déclic a répondu. Un panneau sous le tiroir a bougé, révélant un compartiment peu profond dont je n'avais jamais connu l'existence. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB, une caméra de sécurité noire et une note, pliée une fois et légèrement jaunie. L'écriture de mon père me fixait, s'il ment un jour, joue ceci. Je ne l'ai pas ouvert là. J'ai refermé soigneusement le panneau, quitté la pièce telle que je l'avais trouvée, et reverrouillé la porte derrière moi. J'ai rebroussé chemin sans un bruit, suis sorti par le même chemin que j'étais entré, et je suis parti en voiture sans un seul regard dans le rétroviseur. J'ai pris une chambre dans un petit motel près de l'autoroute 11. Rien d'extraordinaire, juste propre et calme. La lampe à côté du lit bourdonnait doucement alors que je branchais la clé USB sur mon ordinateur portable. Le fichier s'est chargé avec une courte rafale de statique. Des voix se sont fait entendre. La voix de Joyce en premier. Elle ne trouvera jamais ça. J'ai enterré les papiers, brûlé le reste. Cette chambre ne vaut rien. Puis Lisa. Ça n'a pas d'importance. Le testament est définitif. Case n'en a aucune idée. Elles ont ri. Froidement. De manière répétée. Victorieusement.
J'ai laissé le clip jouer 2 fois, puis une 3e fois juste pour m'assurer que je n'imaginais rien. Mes mains ne tremblaient pas. Pas cette fois. Je le savais, elles chuchotaient. Elles ont tout volé exprès. Dehors, au motel, le vent s'est levé à nouveau. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis rassise dans la pénombre, et j'ai expiré lentement. Plus maintenant. Cette nuit-là, j'ai rédigé une lettre, non pas à elle, mais au seul endroit qui pouvait tout dénouer. La lettre ne faisait qu'1 page et demie, tapée en Times New Roman ordinaire. Je l'ai lue et relue jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis j'ai pris la clé USB, la petite caméra noire et la note de mon père, je les ai placées dans une pochette zippée, et j'ai conduit au bureau de Robert à la première heure le lendemain matin. Il m'a rencontré dans sa salle privée à l'arrière. Son calme habituel semblait plus vif, plus alerte. J'ai fait glisser la pochette sur le bureau. Tout est là, y compris ceci. Il a lu la note attentivement, puis s'est rasseoir. Qu'est-ce, cela change les choses. Je dois vous demander quelque chose. Connaissez-vous un certain Thomas Craton? À la seconde où il a prononcé le nom, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Il a hoché la tête lentement. L'ancien avocat de secours de votre père. Ils ont brièvement travaillé ensemble après une brouille avec l'équipe juridique de Joyce. Il faisait confiance à Tom. Si un testament secondaire existe, c'est lui qui l'aurait. Alors je dois le rencontrer. Robert a tapé son stylo 2 fois sur le bureau, puis s'est levé. Laissez-moi passer un appel. Moins de 2 heures plus tard, j'étais assise devant un petit cabinet d'avocat niché entre une boulangerie et un antiquaire. Pas de gratte-ciel, pas de colonne de marbre, juste une porte en verre propre et une enseigne en bois suspendue qui disait « Craton-Loho, est ». 1989, un homme dans la soixantaine a ouvert la porte lui-même. Ses cheveux étaient blancs, mais ses yeux étaient vifs et clairs. Vous devez être Kees. Sa voix était stable. Entrez. Il m'a conduite à un bureau modeste avec de vieux meubles en chêne et une horloge qui faisait tic-tac sur le mur. J'ai toujours espéré ne jamais avoir à vous voir dans de telles circonstances, a-t-il dit doucement, en déverrouillant un tiroir inférieur de son classeur. Il en a sorti une enveloppe scellée. Mon nom complet était manuscrit sur le devant à l'encre noire. On m'a demandé de vous remettre ceci à une seule condition, soit que Joyce conteste la succession, soit que vous en soyez entièrement exclu. Il a posé l'enveloppe devant moi et a attendu. Mes mains n'ont pas tremblé cette fois. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre, l'écriture de mon père. Si tu lis ceci, c'est que je suis probablement parti et qu'elles ont fait ce que je craignais. Kees, je sais que j'ai échoué à te protéger d'elle. Je n'ai pas fait assez quand j'aurais dû, mais je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Jamais cessé de t'aimer. Je savais que Joyce essaierait de tout prendre. C'est pourquoi j'ai créé ceci. Ce testament est légal, signé, attesté par des témoins, et déposé. Il reflète ce que je voulais, non pas ce à quoi j'ai été forcé. Je suis désolé de ne pas t'avoir donné le combat que tu méritais de mon vivant, mais maintenant j'espère que cela te donnera le pouvoir de choisir la suite. C'est là que j'ai arrêté de lire. Je suis resté assise en silence, mes doigts crispés fermement sur les pages. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Pas à l'hôpital. Pas à la lecture du testament. Pas quand j'ai vu l'expression sur le visage de Joyce quand elle m'a tendu cette mince enveloppe ne contenant rien d'autre qu'un chèque de $5. Mais maintenant, ce n'était pas du chagrin. C'était une libération. C'était chaque douleur enfermée qui finissait par briser le barrage que j'avais construit autour de ma poitrine. Et pour la première fois, cela ne ressemblait pas à de la faiblesse. Cela ressemblait à la preuve que je n'avais pas tout imaginé, que je n'étais pas folle, qu'il les avait vues pour ce qu'elles étaient. Il ne savait juste pas comment les arrêter à l'époque. Mais maintenant, peut-être que je le pouvais. Thomas a tendu la main sur le bureau, a posé un dossier manille. Le testament secondaire, il a été finalisé 2 mois après celui que Joyce a déposé. Il vous nomme, vous et Joyce, comme bénéficiaires à parts égales. Et il y a une chose de plus. Il a tourné à la dernière page. Un chalet au bord d'un lac enregistré à votre seul nom dans le Vermont. J'ai cligné des yeux. Ma mère détestait cet endroit. Votre père l'adorait, a-t-il dit doucement. Il m'a dit un jour que si jamais quelque chose tournait mal, ce chalet serait l'endroit où vous trouveriez la paix. J'ai expiré lentement. Est-ce que Joyce est au courant de ce testament? Thomas a secoué la tête. J'en doute.
Il n'a jamais été mentionné publiquement, et je l'ai gardé scellé tout ce temps. Le temps que je retourne au bureau de Robert avec les documents en main, il avait déjà examiné l'audio de la clé USB. Son expression était plus sombre maintenant, concentrée, pleine d'une énergie contenue. Nous déposons une requête en communication de pièces, a-t-il dit sans hésitation. Dissimulation de documents juridiques, suppression frauduleuse, parjure possible. Et qu'est-ce que cela signifie? Il s'est penché en avant. Cela signifie que nous ne jouons plus gentiment. Cette nuit-là, je me tenais devant le miroir de la salle de bain de l'hôtel. Les mêmes yeux fatigués, les mêmes cheveux foncés qui ne restaient jamais en place. Mais quelque chose était différent. Je n'avais plus peur. Je ne suis pas là pour me venger, ai-je dit au reflet. Je suis là pour reprendre ce qu'elles ont volé et leur rappeler qui je suis vraiment. J'ai essuyé les larmes au coin de mes yeux. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Joyce sentait déjà que j'arrivais et prévoyait de détruire les preuves en premier. Le lendemain matin, juste au moment où une pâle bande de lumière perçait les rideaux de l'hôtel, mon téléphone a vibré. C'était Thomas. Sa voix tremblait. Qu'est-ce, mon bureau, il n'y est plus. Je me suis assise, encore groggy. Que voulez-vous dire, plus là? Il y a eu une effraction la nuit dernière. Quelqu'un a mis le feu à la salle des archives. Tout est détruit. Le chef des pompiers dit que c'était un accélérant délibéré. Du travail propre. J'étais déjà hors du lit, enfilant un jean et attrapant mes clés. Êtes-vous blessé, ai-je demandé. Non, je suis parti tard hier soir, mais les dossiers, l'enveloppe, les disques de sauvegarde, ils sont tous partis. Il m'a fallu moins de 15 minutes pour atteindre son bureau, où ce qu'il en restait, des classeurs noircis, du bois calciné, un cadre photo fondu sur son bureau qui contenait autrefois une photo de sa défunte épouse. J'avais verrouillé ce tiroir avant de partir, a-t-il marmonné à moitié pour lui-même. Personne d'autre que vous et moi ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais quelqu'un avait su, et ce quelqu'un portait un parfum qui sentait le muguet. Ce même matin, Joyce s'est présentée au tribunal des successions comme si elle se rendait à une garden party, tailleur pantalon blanc, perles, lunettes de soleil surdimensionnées. Sa démarche était lente, théâtrale. Elle savait que les caméras à l'extérieur capteraient son entrée. J'étais appuyé contre ma voiture sur le parking, les bras croisés, essayant de respirer à travers la nausée qui me tordait les entrailles. Elle m'a repéré de l'autre côté du parking et n'a même pas scié. Au lieu de cela, elle s'est approchée, souriant comme si nous nous retrouvions pour un café. Tu aurais dû rester parti, qu'est-ce? Je n'ai pas bougé. Papa n'a jamais voulu de toi dans son testament. Cette lettre que tu brandis, tu l'as contrefaite. Tu as toujours été du genre désespéré. Sa voix était sirupeuse, mais assez forte pour être entendue par quiconque se trouvait à proximité. Derrière elle, un homme plus âgé avec une canne a secoué la tête lentement et a marmonné, des familles comme ça. Elles se dévorent entre elles. Joyce s'est retournée brusquement, surprise par le commentaire, mais ensuite elle a souri à nouveau. Faux, Polly. Tu devrais faire tes valises et partir, Serette. Tu n'as pas ta place ici. Elle est entrée sans un autre regard. Je ne l'ai pas suivie. Au lieu de cela, je suis retourné à l'hôtel, les deux mains agrippant le volant assez fort pour que mes jointures me fassent mal. Le temps d'arriver à ma chambre, la pression avait craqué. Je me suis affaissé sur le bord du lit et j'ai chuchoté à personne, j'étais encore trop tard. Je pouvais entendre le crépitement des flammes dans mon esprit, dévorant la seule preuve tangible qu'il me restait de l'amour de mon père. Cette lettre n'était pas seulement légale. Elle était personnelle. C'étaient les excuses que j'avais attendues toute ma vie. Et maintenant, de la cendre. J'ai commencé à faire mes bagages. C'était peut-être insensé. J'avais peut-être construit mes espoirs sur de la poussière. J'ai plié ma veste, fourré des articles de toilette dans le sac, puis j'ai hésité. La sacoche de mon ordinateur portable était dans le coin, ouverte. J'ai fouillé à l'intérieur et mes doigts ont effleuré quelque chose de dur et de petit, une clé USB. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai sorti lentement, le cœur battant à tout rompre. C'était la sauvegarde, celle que Robert avait insisté pour que je sauvegarde au cas où. Je me suis précipité vers le bureau, j'ai démarré mon ordinateur portable. Il a fallu ce qui a semblé des heures pour que les fichiers se chargent. C'était là, la lettre, le testament scanné, les métadonnées horodatées, les signatures PDF vérifiées. Et Robert, que Dieu bénisse cet homme,
se l'était également envoyé par courriel le soir même où nous avions rencontré Thomas. Les preuves n'avaient pas disparu. Joyce avait incendié un bâtiment, mais elle n'avait pas enterré la vérité. Elle avait seulement prouvé jusqu'où elle était prête à aller pour maintenir sa version de l'histoire en vie. J'ai fixé l'écran, les larmes menaçant à nouveau, mais cette fois je les ai chassées d'un clignement d'yeux. Non, je n'allais pas m'effondrer à nouveau. Pas à cause d'elle. Au lieu de me diriger vers l'aéroport, j'ai appelé Robert. On va de l'avant, ai-je dit. Elle a détruit une branche, mais elle n'a pas réalisé que je m'étais assuré qu'elle avait des racines. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Il a juste répondu, bien. Je vous vois au palais de justice à la première heure. J'ai appelé Thomas ensuite. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix encore lourde de fumée et d'incrédulité. J'ai des sauvegardes, lui ai-je dit. Tout n'est pas perdu. Il y eut une pause. Puis il a dit, elle va frapper plus fort maintenant. Je sais. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu une alerte de Robert. Un document avait été déposé auprès du tribunal des successions. Joyce avait soumis une lettre de mise en demeure, une tentative de m'empêcher d'accéder à tout dossier financier ou successoral de la famille, affirmant que je m'ingérais, violais la propriété, et étais émotionnellement déstabilisé. Il y avait une ligne qui m'a fait rire, elle présente un comportement erratique et peut être un danger pour elle-même et pour les autres. J'ai transféré la lettre à Robert, puis je me suis rassise dans le fauteuil de l'hôtel et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'allais pas fuir cette fois. Si Joyce voulait la guerre, elle allait voir à quoi ressemblait vraiment une fureur tranquille. Nous sommes arrivés au palais de justice juste au moment où les nuages au-dessus commençaient à se fendre, cette douce lumière grise projetant une lueur étrange sur le trottoir. Je suis sorti de la voiture, mes talons claquant contre le béton, serrant la sacoche de mon ordinateur portable comme si elle contenait plus que des preuves, comme si elle contenait le dernier morceau de mon père que j'aurais jamais apporté. Thomas a offert un hochement de tête silencieux en m'ouvrant la lourde porte en verre. Robert était déjà à l'intérieur, assis près de l'avant, tapotant son stylo comme un métronome lent. Joyce était là, aussi. Elle ne m'a pas regardé quand je suis passé. Elle n'en avait pas besoin. La courbe suffisante de ses lèvres en disait assez. Elle était vêtue d'ivoire de la tête aux pieds, comme si elle assistait à une garden party, pas à une audience qui pourrait défaire ses mensonges. Son avocat, un homme dans un costume bleu marine impeccable et avec un strabisme perpétuel, était assis à côté d'elle, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Elle a souri plus largement. Je me suis assise avec Thomas, laissant la tension s'installer sur mes épaules juste assez longtemps pour me rappeler que je n'avais pas bien dormi, ou pas du tout. Mais j'étais là, et je ne repartirai pas les mains vides. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé, et puis ça a commencé. Thomas a ouvert le dossier le premier. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour contester la validité du testament le plus récent présenté par Madame Joyce Caldwell. Nous avons des motifs pour soumettre une version plus récente, datée, signée et documentée à la fois physiquement et numériquement. Je me suis levé, j'ai remis la clé USB au greffier et j'ai fait glisser la lettre imprimée sur le banc du juge. Cette lettre, ai-je dit, a été écrite par mon père, manuscrite, scannée et sauvegardée à la fois en ligne et hors ligne. Les métadonnées confirment la date de création du document comme étant 3 jours avant son décès. Joyce n'a pas bronché, mais j'ai remarqué que son avocat s'est arrêté juste une demi-seconde de plus qu'il ne le voulait lorsque les métadonnées ont été mentionnées. Puis Robert s'est levé, calme, posé, et avec cet air rare de quelqu'un qui savait que c'était son moment. Votre honneur, j'ai un fichier audio, daté et horodaté, de Monsieur Caldwell lisant la même lettre à voix haute. Il me l'a envoyé pour que je le garde en lieu sûr. J'ai également une correspondance par courriel de sa part demandant un rendez-vous chez le notaire pour le testament modifié. C'était la première fois que Joyce y est. Sa mâchoire s'est crispée, ses doigts ont serré l'ourlet de son chemisier immaculé. La salle d'audience, aussi petite soit-elle, a commencé à bourdonner. Des chuchotements à peine audibles, le grincement des chaises qui bougeaient. Quelqu'un a toussé. Le juge s'est penché en avant. Nous demandons une suspension de séance, a dit rapidement l'avocat de Joyce, sa voix d'un calme forcé. Nous avons besoin de temps pour examiner l'authenticité de ces documents. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes. Vous aurez 15 minutes. Dehors, dans le couloir étroit, je me tenais près des distributeurs automatiques. Thomas était appuyé contre le mur, les bras croisés. Ça va? Non, ai-je chuchoté. Mais j'ai fini de fuir. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience,
quelque chose en moi avait changé. Je ne me sentais plus petite. Je ne me sentais plus comme l'enfant qui attendait près de la fenêtre un père qui travaillait toujours tard. Je n'étais pas l'intruse. Pas aujourd'hui. Joyce me lançait des regards assassins, mais je n'ai pas bronché. J'ai regardé le juge alors qu'il frappait de son marteau pour rétablir l'ordre. Nous avons examiné la documentation et l'audio, a-t-il dit. Ce tribunal juge les documents crédibles. Le testament modifié est admis comme preuve. Joyce s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé le sol. C'est ridicule, a-t-elle lancé. Il n'a jamais voulu qu'elle ait quoi que ce soit. Elle a contrefait ça. Elle a tout inventé. Le juge n'a pas élevé la voix. Il a simplement dit, « Madame Caldwell, veuillez vous asseoir. » Les preuves numériques sont horodatées, vérifiées par de multiples canaux, et conformes aux témoignages sous serment. À moins que vous n'ayez des preuves contradictoires, ce tribunal va procéder. J'ai expiré lentement. Le juge a pris la lettre originale. Sa voix, stable et délibérée, a rempli la pièce alors qu'il commençait à lire. J'ai à peine entendu la première moitié. J'étais trop concentré sur la dernière ligne. Akes, je suis désolé de t'avoir laissé te sentir oublié. Cette maison a toujours été la tienne. Je n'ai pas pleuré. Pas dans cette pièce. Mais j'ai senti quelque chose s'installer en moi, comme une porte qui se refermait enfin derrière moi après des années d'errance. Et dans ce silence, je me suis murmuré à moi-même, non par habitude, mais par conviction, je fais ça pour la fille qu'ils ont laissée de côté et pour la femme que je suis devenue. Quoi qu'il en soit, je pouvais encore voir l'écriture déliée de mon père dans mon esprit. Même couleur d'encre, même inclinaison vers la gauche. Elle correspondait à la carte de la fête des pères que j'avais rangée dans un tiroir il y a 20 ans. J'avais presque failli la jeter après qu'il ait encore manqué le dîner cette année-là. Mais quelque chose m'a fait la garder. Je n'ai réalisé que maintenant que cette carte était le début de ma mémoire essayant de pardonner ce que les faits n'ont jamais pu. Alors que l'audience semblait toucher à sa fin, Joyce était assise, figée. Son avocat s'est penché, murmurant quelque chose d'urgent. Le juge a ajusté ses lunettes, s'éclaircissant la gorge. S'il n'y a pas d'autres preuves. Mais alors Joyce s'est levée. Ses mouvements étaient raides, presque robotiques. De son sac à main, elle a sorti une enveloppe pliée, jaunie et cassante. Ceci, a-t-elle dit, la voix tremblante mais forte, a été trouvée dans le tiroir de son bureau. Je ne l'ai montré à personne pour l'instant. Je voulais lui épargner ses sentiments, mais si c'est comme ça qu'elle veut jouer, très bien. Le juge a haussé un sourcil. Veuillez la porter. La main de Thomas s'est refermée sur la mienne sous la table. Robert m'a lancé un regard, et j'ai senti le fond de quelque chose remonter à nouveau. Je pensais que c'était fini, mais apparemment, la guerre venait de commencer. Au moment où elle s'est levée et a fouillé dans son sac, j'ai su que ce n'était pas fini. Pas encore. La main de Joyce tremblait juste assez pour trahir le drame qu'elle avait répété. Avec une pose théâtrale, elle a brandi une clé USB argentée entre deux doigts comme si elle était sacrée. Votre honneur, a-t-elle dit, sa voix trop calme pour être réelle. J'ai de nouvelles preuves. Des images de sécurité de la dernière semaine de mon beau-père. La salle d'audience est tombée dans un silence si lourd qu'on aurait dit que l'air avait un poids. Ces images, a-t-elle continué, en me fixant du regard comme un prédateur sentant une faiblesse, montrent qu'est-ce le contraignant à réécrire son testament. Vous le verrez par vous-même. Je n'ai pas bougé, n'ai pas scié, mais j'ai senti chaque regard dans cette salle se tourner vers moi comme un projecteur. Robert s'est tendu à côté de moi, et Thomas s'est penché lentement en avant, sortant déjà son bloc-notes. Le juge a fait signe au greffier de brancher la clé USB. Un grand moniteur roulé dans le coin a clignoté pour s'allumer. La vidéo a commencé à jouer. Un salon sombre, le vieux fauteuil inclinable où papa avait l'habitude de s'asseoir. J'étais là, debout à côté de lui. Le son avait été coupé. Les coupes étaient abruptes. Chaque clip était cousu avec les autres d'une manière qui semblait fausse. À un moment, je tendais un stylo à papa. L'instant d'après, il avait l'air accablé. Puis un saut. Il semblait s'éloigner. Mon image devenait floue, puis réapparaissait plus près. Tout était saccadé, tout était silencieux. L'avocat de Joyce a bondi. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Caldwell semble être sous la contrainte. Nous demandons une injonction d'urgence contre le testament révisé jusqu'à plus ample enquête.
Le juge s'est tourné vers moi, les yeux plissés. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis levé calmement. Votre honneur, avec tout mon respect, je demande la permission de vérifier les métadonnées du fichier. Thomas s'est levé derrière moi. Nous avions anticipé cette possibilité, votre honneur, a-t-il dit, et nous nous sommes préparés en conséquence. Le contenu de cette clé USB a été modifié pour la dernière fois il y a 17 jours, après le décès de Monsieur Caldwell. Il a été fabriqué. Un murmure s'est répandu dans la galerie comme une traînée de poudre. Le juge a levé la main pour demander le silence. Vous avez des preuves? Thomas a fait un signe de tête vers l'arrière. Une femme en blazer gris s'est avancée. Je m'appelle Mera Tran, a-t-elle dit d'une voix sèche. Experte en criminalistique numérique. J'ai examiné ces images. Les modifications sont évidentes. Les coupes ont été faites à l'aide d'un logiciel grand public de base. Des incohérences dans l'horodatage. Des discordances dans l'encodage des données. La piste audio a été supprimée après traitement. Joyce a tressailli. Je me suis retourné pour la regarder pleinement maintenant. Elle a évité mes yeux, fixant le moniteur comme s'il l'avait trahi, elle aussi. La voix du juge a tonné. C'est un outrage au tribunal. Vous avez présenté des preuves falsifiées devant une cour de justice. Joyce a balbutié. Mon technicien a dû. Ça suffit, a claqué le juge. Huissier. 2 officiers se sont approchés. Joyce a reculé alors qu'ils se plaçaient de chaque côté d'elle. Vous ne pouvez pas être sérieux. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il me l'a donné. Je ne l'ai même pas regardé. Le marteau a frappé le bois comme le tonnerre. Faites-la sortir. Elle a crié que c'était une erreur, mais la salle d'audience s'était déjà détournée. Même son avocat était devenu pâle. Sa sœur, qui était restée assise en silence à côté d'elle jusqu'à présent, a enfoui son visage dans ses mains. Quelle que soit la performance qu'ils avaient chorégraphiée, elle s'était délitée. Il n'y avait rien à sauver. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas exulté. Je suis juste resté assise là, les mains jointes. Quand le juge s'est tourné vers moi, sa voix était ferme. Le testament révisé est maintenu. Ce tribunal le reconnaît comme valide et exécutoire. La propriété et les droits de succession associés sont par la présente rétablis à mademoiselle Case Caldwell. J'aurais dû ressentir de la victoire, mais tout ce que je ressentais, c'était le calme. Alors que le marteau retombait, j'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai touché la carte de la fête des pères, celle que papa m'avait écrite toutes ces années auparavant, celle qu'il avait signée avec cette même encre, cette même main. La dernière ligne de la lettre a résonné dans la pièce alors que le juge la lisait à haute voix. Case, je suis désolé de t'avoir laissé te sentir oublié. Cette maison a toujours été la tienne. J'ai murmuré les mots en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je me suis juste souvenu. Souvenu de sa voix quand j'étais petite, chuchotant, ne laisse jamais personne prendre ce qui t'appartient. La salle d'audience s'est vidée lentement. Les journalistes attendaient juste derrière les portes. Certains avaient déjà sorti leur téléphone. Des flashs ont crépité dès que je suis sorti. Qu'est-ce, un mot? Vous attendiez-vous à ce qu'elle falsifie ces images? Que comptez-vous faire de la maison maintenant? J'ai levé doucement la main pour les calmer. Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu ici pour dire la vérité et pour protéger ce que mon père m'a donné. Un homme a demandé, et maintenant? J'ai regardé vers le parking, puis de nouveau vers le palais de justice. Maintenant, ai-je dit, d'une voix stable, je rentre à la maison. Je n'ai pas ajouté enfin. Ce n'était pas nécessaire. De retour dans la voiture de Robert, le trajet fut silencieux, non pas tendu, mais plein, comme si quelque chose s'était apaisé. Quelque chose de lourd avait été déposé pour la dernière fois. Et quand nous nous sommes arrêtés dans l'allée, elle était toujours là. Cette maison, ce souvenir, cette histoire. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à la porte. Et quand je l'ai ouverte, la première chose que j'ai vue, ce sont les rideaux qu'elle avait choisis, toujours suspendus. Ils étaient beiges avec des tulipes brodées, bon marché, synthétiques, du genre qui essaie trop de paraître élégant et finit par avoir l'air fatigué. Je ne les ai pas touchés. J'ai juste regardé, comme s'ils étaient l'écho final d'une voix que je n'avais plus besoin d'entendre. Le plancher a grincé sous mes pieds alors que je suis entré. L'air était immobile, pas vicié, juste inconnu,
comme si la maison elle-même n'était plus sûre de qui j'étais. J'ai marché lentement à travers chaque pièce, traînant mes doigts le long des murs comme pour retracer un souvenir que je n'étais pas sûr de vouloir revivre. La cuisine avait encore les tasses dépareillées que j'avais achetées avec papa au marché aux puces sur la route 9. Celle qui disait le cuisinier le plus passable du monde l'était seul sur le comptoir. Il la remplissait de café noir et de graisse de bacon. Il jurait que ça aidait pour l'arthrite. Quand j'ai atteint son bureau, j'ai fait une pause. La porte était légèrement entr'ouverte, exactement comme il la laissait toujours. À l'intérieur, tout semblait intact. Son bureau était toujours là, les stylos bien rangés, le sous-main en cuir usé avec ses initiales, ML. La lampe qu'il utilisait pour lire était éteinte, son ampoule grillée depuis longtemps. Je me suis penché, espérant encore sentir son eau de Cologne, ou cette faible odeur de bois et de tabac qui s'accrochait à ses chemises. Mais la pièce sentait juste le vide, le propre, comme si quelqu'un en avait nettoyé la vie. Puis je l'ai vu, le vieux fauteuil près de la fenêtre, en plaid délavé, celui dans lequel je me blottissais quand j'étais enfant pendant qu'il lisait le journal et me laissait gribouiller avec ses stylos rouges. Je m'y suis enfoncé lentement. Mes genoux ont grincé plus que le fauteuil, et pendant un instant, j'ai laissé le silence m'envelopper comme une couverture. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai ressorti la lettre, la même que j'avais trouvée cachée dans la plainte. Cette fois, je ne l'ai pas seulement lue. Je l'ai lue à voix haute. Si tu lis ceci, cela signifie qu'ils ont essayé de t'effacer. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Ma gorge s'est nouée. Tu n'as jamais été invisible pour moi. Pas une seule fois. J'ai vu chaque choix que tu as fait. Chaque fois que tu as donné plus que ce que tu avais à donner. Cette maison, cet atelier, cet esprit, c'est à toi, et ne laisse personne te dire le contraire. Il l'a signé comme il le faisait toujours quand il voulait dire quelque chose de profond. Je t'aime pour toujours, mon oiseau bleu. J'ai pressé le papier contre ma poitrine. Je pouvais encore me souvenir du jour où il m'avait donné ce nom. J'avais 6 ans, en haut du pommier, refusant de descendre. Tu n'es pas un singe, avait-il ri. Tu es un oiseau bleu, assez courageuse pour voler et assez têtue pour rester. Le soleil a changé de position, projetant une douce lumière à travers ces terribles rideaux. Je me suis levé, pliant doucement la lettre, et je l'ai remise dans l'enveloppe. La maison, elle n'était plus à moi. Pas de la même manière qu'avant. Cet après-midi-là, j'ai passé quelques appels. À la tombée de la nuit, j'étais assise dans le salon avec une travailleuse sociale d'une organisation locale qui aide les jeunes femmes sortant du système de placement familial. Elle a regardé autour d'elle, les yeux écarquillés. Ceci pourrait être quelque chose d'incroyable. J'ai hoché la tête. Mon père disait, une maison ne vaut pas grand-chose si elle n'apporte pas la paix. Peut-être que cet endroit peut le faire maintenant pour quelqu'un d'autre. Nous nous sommes serrés la main, et comme ça, la maison avait un nouvel avenir. Pas le mien, mais un dont je pouvais être fier. 2 jours plus tard, je sirotais un café dans le petit appartement que je venais de louer, un minuscule appartement ensoleillé non loin de la route principale, quand mon avocat a appelé. Joyce fait l'objet d'une enquête, a-t-il dit sans préambule. Des problèmes fiscaux liés au fonds médical. Une citation à comparaître a atterri sur son porche ce matin. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Il a attendu, puis a ajouté, nous pourrions aller plus loin si vous le souhaitez. Action civile, diffamation, détresse émotionnelle. J'ai regardé par la fenêtre le magnolia qui fleurissait hors saison. Non, ai-je dit. Laissons le monde s'occuper d'elle. J'ai fini de combattre des ombres. Ce soir-là, je suis retourné à la maison une dernière fois. Les clés semblaient étranges dans ma main, déjà distantes. Les lumières du porche avaient été remplacées par de douces lanternes solaires. La peinture fraîche sentait le neuf, comme la possibilité. Je suis entré avec une petite boîte sous le bras. Une jeune fille, peut-être 19 ans, a jeté un coup d'œil depuis la rampe de l'étage. Ses cheveux étaient attachés en arrière avec un ruban et elle portait un pyjama trop grand. Ses yeux étaient prudents mais curieux. J'ai souri. Elle n'a rien dit, a juste regardé. J'ai marché jusqu'à l'entrée, j'ai ouvert la boîte et j'ai sorti une photo encadrée de papa, celle de son voyage de pêche où il tient une truite et sourit comme un garçon. Je l'ai posée doucement sur la table d'entrée. À côté, j'ai accroché le petit carillon avant en forme d'oiseau bleu qu'il m'avait sculpté en 4e. Il a émis un son doux dans le silence. Pas fort, juste honnête. Dehors, l'air était vif.
Je suis resté un peu plus longtemps sur les marches du Porsche, regardant la lumière du Porsche attraper le bord du cadre à travers la vitre. Puis je me suis retourné et je suis parti. Maintenant, je vis dans ce petit appartement près de l'ancienne ligne de chemin de fer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant. Mon matériel d'art est soigneusement empilé près de la fenêtre. Mon ordinateur portable bourdonne sur le bureau. Je bois du café en silence. Et je dors sans le poids de la trahison pressé contre ma poitrine. J'ai perdu un père. J'ai survécu à une trahison. Et maintenant, je vis avec dignité. Et c'est suffisant. Parfois, la justice n'est pas une question de punition. C'est une question de paix. Avez-vous déjà dû vous battre pour récupérer quelque chose qui vous a toujours appartenu? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde.